enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficiez des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payez 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficiez d'une réduction et payez 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Dimanche 4 octobre de l'an 2020, fidèles amis internautes, bonjour, bon réveil dominical avec l'invité. Ce jour, je reçois pour vous sur l'invité Joachim Adjagbessi. Il est membre fondateur du parti politique Union Progressiste. Il est chargé de mission du président de la République dans les unités présidentielles de suivi. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, il sera question d'aborder le niveau d'exécution du programme d'action du gouvernement, sa contribution au développement du Bénin. Nous parlerons également politique sur cette émission. Nous parlerons de l'atelier organisé par l'Union Progressiste, l'atelier préparatoire à l'élaboration du projet de société. Nous parlerons de la candidature du président Patrice Talon en 2021. Nous parlerons du parrainage. Et pour finir, nous parlerons des espérances pour une présidentielle organisée en toute quiété au Bénin. Alors, Joachim Adjagbessi, je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes chargé de mission du président de la République dans les unités présidentielles de suivi UPS. Dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est les UPS? Merci, monsieur le journaliste. Les UPS qu'on définit comme unité présidentielle de suivi constituent une structure que le chef de l'État a mise en place pour l'aider à réaliser le suivi permanent et quotidien de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. C'est donc une structure qui consiste à suivre, à vérifier l'effectivité des projets en exécution et rendre compte directement au président. Donc c'est comme on le sait, il y a des structures de contrôle administratif, mais le chef de l'État a voulu avoir des gens qui sont liés à sa personne et qui n'ont que pour mission exclusive le suivi de ces programmes et projets. Donne des informations pour lui permettre d'avoir la vraie version du niveau d'exécution des choses sur le terrain. Sur le terrain. Alors, lorsqu'on parle de niveau d'exécution, si un citoyen de votre localité, de votre commune vous interroge sur quel est le niveau d'exécution du programme d'action du gouvernement, quelle serait votre réponse? Niveau d'exécution. Est-ce que le PAG Bénin Révélé 2016-2021 est à un niveau d'exécution assez considérable? Oui, bien sûr, je comprends la question. Tout à fait. On est déjà à plus de 60% de l'exécution du PAG. Plus de 60%. Plusieurs projets sont déjà à terme de réalisation. Bon, il y en a qui sont en cours de réalisation, mais qui sont déjà presque à terme. Il y en a d'autres dont, compte tenu de leur consistance, sont en train d'être envisagés pour être lancés.
Mais ces projets ne sont pas très nombreux. Sinon, globalement, si on veut faire un bilan, on peut dire que le bilan est, pas entièrement, mais globalement positif, parce que, souvenez-vous, nous sommes dans ce pays il y a longtemps, nous avons vécu plusieurs gouvernements, depuis 60 à aujourd'hui. Il n'y a pas eu plusieurs gouvernements qui ont présenté des projets et qui sont restés conformes à l'exécution de ce projet jusqu'à la fin. Alors donc, c'est particulier. Voyez-vous, tout ce qui était prévu, eh bien, presque tout a vu un début d'exécution et la plupart sont déjà achevés. Donc, comme je l'ai dit, il reste quelques-uns compte tenu de leur consistance, puisque le programme de gouvernement est divisé en plusieurs aspects. Nous avons les réformes, et en dehors des réformes, il y a les projets prioritaires, et après les projets phares. Bon, presque toutes les réformes sont déjà mises en œuvre. Donc, si on prend cet aspect, on est presque à 100%. Les réformes, les projets prioritaires, presque tous. C'est au niveau des projets phares qu'il y a certains projets compte tenu de, disons, des imprévus qui sont arrivés en cours qui ont de jalonné. route, voilà, qui ont fait que ces projets n'ont pas encore atteint un certain niveau élevé. Mais la plupart... Autre comme projet qui Oui, je peux prendre par exemple l'hôpital de référence de Calavi. Mais vous venez d'apprendre que... Tout à fait. Voilà, donc ça c'est des projets phares. L'aéroport de Glodjigbe, vous connaissez ça. Le contournement nord de Cotonou, c'est des projets phares qui nécessitent beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. Voilà. Ces projets commencent par sortir et ils seront réalisés. Avant la fin du mandat, la plupart d'entre eux connaîtront un début d'exécution. Ils connaîtront un début d'exécution. Alors, nous parlons de programme d'action du gouvernement. Avant de rentrer un peu dans le fond sur les acquis sur le plan social, dans le domaine des sports, dans le domaine des infrastructures, pour ne citer entre autres que cela, quelle est la contribution de ce programme d'action du gouvernement au développement du Bénin? Qu'est-ce que le PAG a apporté de plus au développement du Bénin? Puisqu'on dit que le Bénin se porte mieux aujourd'hui, selon les chiffres des institutions qui supervisent un peu les indices de développement. Vous avez bien fait de dire que selon les chiffres, et ce ne sont pas des chiffres qui sont avancés par le gouvernement. C'est des chiffres qui sont annoncés par des institutions qui, quand même, ont certaine crédibilité sur le plan mondial. Mais souvent, les gens se disent, mais on ne constate rien, on ne voit rien. Non, c'est pas comme ça. Mais pourquoi il y a ces questionnements? Oui, bien sûr, parce que le bien-être de l'homme prend en compte plusieurs paramètres. Le bien-être de l'homme, le bonheur, pour que on dise que un homme ou bien les citoyens d'une certaine localité vivent bien, il y a des paramètres que les institutions possèdent par rapport auxquels elles apprécient les institutions. Voyez-vous, pour nous, pour le commun des mortels, bon, c'est manger, avoir un emploi, avoir une maison. Généralement. Oh, c'est pas fini. Ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas du tout. Pas du tout. La sécurité. Est-ce que les gens se sentent sécurisés? Personne d'entre nous, ici, tout de suite, ne pourrait venir si, eh bien, ça tourne derrière, s'il y a des braquages partout. Personne ne pourrait. Donc, ça, c'est un aspect important. L'accès du public au service de l'administration. Vous, aujourd'hui, le niveau d'évolution des sociétés est tel que même le paysan aujourd'hui a besoin
de demander des services au niveau de l'administration. Comment cet accès est fluidifié? Comment cet accès se fait de façon accélérée? C'est un autre aspect. C'est un autre aspect. Alors, le public, est-ce que le public a facilement accès à l'information? Quelles sont les dispositions mises en place pour faciliter l'accès du public à l'information? Est-ce que le public a droit, n'est-ce pas, à la différence de pensée? Ce qu'on appelle liberté d'opinion, pensée, religion. C'est des choses qui ne sont rien aux yeux du commun des mortels, mais qui comptent beaucoup. Qui comptent beaucoup pour prendre en considération. Voilà, qu'on est heureux. L'accès aux soins de santé. Naturellement, on ne peut pas se dire heureux quand on est malade. Quelles sont les dispositions mises en place pour faciliter l'accès d'un grand nombre de citoyens aux soins de santé primaires? Voilà des dispositions dont les gens... Autant d'éléments qui sont pris en considération pour apprécier. La gouvernance. Est-ce que c'est assaini? Est-ce que la gouvernance est attrayante? Aucune société aujourd'hui peut se développer s'il n'y a pas des entreprises, si des entreprises ne s'installent, s'il n'y a pas une facilité d'accéder à la création d'une entreprise. Mais les nôtres ne voient pas ces choses. Mais c'est des facteurs importants. Aujourd'hui, tout le monde sait combien d'entreprises qui sont créées depuis l'avènement de la rupture à aujourd'hui, comparativement à ce qu'il y avait. Comment l'accès à la création d'entreprises est facilité à ceux qui veulent le faire. L'accès au crédit. Pour entreprendre une activité, il faut un moyen. Comment a-t-on facilité au peuple de pouvoir accéder à des crédits pour entreprendre des activités? Voyez-vous, il y a beaucoup de paramètres dont les gens tiennent compte. Donc c'est sur ces paramètres-là qui ont permis à ces institutions de dire que le Bénin se développe. Mais dites-nous, le PAG, qu'est-ce qu'il a apporté concrètement à ce développement? Ça, c'est une question qui nécessite beaucoup de développement. Qu'est-ce que le PAG a apporté? J'aimerais apporter ma réponse par palier. Allez-y. Prenons ce qui préoccupe souvent tout le monde, le social. Le social. Il y a un projet qu'on appelle Arche, qui présente 4 volets. Je prends le volet relatif à l'accès à la santé. Le gouvernement étant soucieux de la santé des citoyens et sachant que les gens évitent d'aller dans les centres de santé, non pas parce qu'ils n'ont pas satisfaction quand ils y vont, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, le gouvernement a mis en place un projet pour permettre à ceux qui sont vraiment démunis de pouvoir se faire soigner gratuitement. Ça, c'est important à souligner. Et c'est un projet qui est déjà en phase d'exécution. Actuellement, nous sommes à l'étape, n'est-ce pas, préparatoire, non, à l'étape expérimentale, où certaines communes sont ciblées, où des gens disposent déjà de leurs cartes avec lesquelles ils vont se faire soigner gratuitement. Après l'étape expérimentale, ça va s'élargir jusqu'à 2 millions de Béninois qui pourront, dès qu'ils tombent malades, aller dans les centres de santé publics, se faire soigner gratuitement. Ça fait un aspect. Nous savons que
sur le plan de l'éducation, au primaire, plusieurs de nos enfants y vont, mais n'ont pas de quoi satisfaire les besoins alimentaires. Le gouvernement a pris une option. Ça existait, les cantines scolaires. Mais les cantines scolaires sont revues considérablement et aujourd'hui, plus de 60% de ces écoliers ont droit à un repas chaud par jour. Ça veut dire que... Cela également fait partie du social. Mais ça permet aux parents de ne plus donner de l'argent s'ils n'en ont pas. Au lieu qu'on leur donne de l'argent, puisque c'est une manière indirecte de leur donner de l'argent. L'argent qu'ils devraient donner à leurs enfants pour que, eh bien, ils se satisfassent par rapport au déjeuner. C'est le déjeuner qu'on leur offre, déjeuner. Mais on convertit ça. Alors, le parent qui donnait 50 francs, eh bien, peut se retrouver à donner 25 francs. Mais là, on l'a aidé, on a réduit ces difficultés. Ça, c'est un volet. Tout récemment, nous n'avons pas encore fini de traverser le coronavirus. Alors, avec le confinement, des artisans, des acteurs économiques ont été impactés négativement. Le gouvernement a choisi de les accompagner. Ils n'y ont pas cru, certains. Et donc, ne s'étaient pas fait enregistrer. Ils l'ont regretté, vous avez constaté. Ce que le gouvernement avait promis de faire, il l'a fait. On leur a remis de l'argent en espèces. Au niveau des cotonculteurs, les impacts de coronavirus ont fait que dans tous les pays de la sous-région, le prix des intrants a connu une modification au détriment des cotonculteurs. Le gouvernement béninois, toujours dans le sens de réduire les difficultés des citoyens, a maintenu le prix. C'est seulement au Bénin que cela s'est pratiqué de cette manière. On ne perçoit pas ça comme le social. Et pourtant, c'est une manière directe de contribuer à améliorer la vie quotidienne des citoyens. Alors là, nous parlons du social. Lorsque nous prenons par exemple, vous avez été une fois directeur de cabinet du ministère des Sports, dans le domaine des sports, qu'est-ce qui a véritablement changé? Bon, si vous... C'est vrai que les écureuils sous le régime Talon ont réalisé un exploit inédit dans le domaine des sports. Puisque vous voulez que ce soit abordé sur le plan social, eh bien... Même en dehors du social, ce qui a été fait dans le domaine des sports. Beaucoup de choses se sont faites et je voudrais commencer par cet aspect que vous avez évoqué. Le gouvernement, quand il aide, ne donne pas de l'argent. Non. Mais met en place des dispositifs qui facilitent. Des mécanismes qui lubrifient, qui facilitent. Alors, les fédérations et les clubs, depuis toujours dans le pays, bénéficient des subventions de la part de l'État. Mais à l'avènement de la rupture, ces subventions sont passées de 300 millions en 2015, 300 millions à 1 milliard en 2019. Vous imaginez? 1 milliard, c'est-à-dire qu'en 3 ans, l'aide de l'État aux fédérations et aux ligues a été triplée en 3 ans. Cette année, malheureusement, le coronavirus a fait que les activités sportives ne se sont pas déroulées. Sinon, ce qui est prévu cette année, c'est colossal.
vous aurez le temps de le constater dès que les activités vont reprendre. Ça, c'est un aspect. Ça permet aux fédérations d'organiser avec plus de facilité les activités. Vous ne pouvez pas comprendre combien les gens souffrent. Parce que puisque les fédérations sont composées des associations. Et une association sportive signifie avoir une équipe que l'on suit, que l'on forme, que l'on entraîne. Ça signifie quoi? Il faut payer les gens, aussi bien les joueurs que le staff technique, mensuellement. Mensuellement. Ce n'est pas une mince affaire. C'est des gens qui ont donc besoin d'être appuyés pour bien faire le travail. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à cet aspect. Mais je voudrais vous dire qu'en termes d'infrastructures sportives, le gouvernement de la rupture a encore impacté de façon extraordinaire. De 1960 à 2016, le Bénin disposait de 12 stades avec 2 en gazon naturel, 10 en gazon synthétique. Les 10 en gazon synthétique, c'est seulement celui d'Akpakpa qu'on appelle René Pleven qui dispose de gradins. Les 9 autres, il n'y a plus rien. On installe le gazon synthétique, c'est terminé. Rien. J'ai dit de 60 à 2016. Ça fait 56 ans. 12 stades. En 3 ans, on est en train de construire 22. C'est vrai, en gazon synthétique. Mais attention, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait. Et, imaginez, c'est dans les communes rurales. Donc, c'est des stades omnisports. Ça veut dire quoi? À multiples disciplines. Il y a le gazon synthétique pour le football. Il est prévu des gradins de 3000 places avec 1000 places couvertes. Il est prévu la construction des pistes d'athlétisme en 8 couloirs, en tartan. En tartan. Il est prévu la construction autour du gazon, dispositifs sécuritaires. Les autres disciplines, handball, basketball, volleyball, des aires de jeu seront construites pour ça. Il est prévu des logements pour les encadreurs. Il est prévu des logements sanitaires, c'est-à-dire des blocs sanitaires, 2 blocs sanitaires, pour permettre aux gens de pouvoir satisfaire les besoins. Il est prévu de guérir. Ces stades seront autonomes en énergie et en eau, entièrement clôturés. Ce que je dis, il est prévu que ces stades soient livrés le mois prochain, novembre. Bon, ça peut connaître un petit décalage, mais si vous voulez en avoir une idée nette, une petite promenade à Ouida vous permettrait de savoir de quoi on parle. C'est vrai, les gens montrent les images, mais quand on voit, on apprécie mieux. Je dis à côté, 30 km vous permettrait d'apprécier un peu ce qu'on dit. D'apprécier un peu Voilà. ce qu'on dit. Alors, vous étiez en train de parler d'infrastructures sportives, mais sur le plan des infrastructures, les uns et les autres estiment que généralement, au Bénin, nous n'avons pas... Il y a des routes qui sont faites, et à Cotonou et autres, mais les Béninois se disent que ce n'est pas la route que nous allons manger, ce n'est pas la route qui va nous nourrir et autres. Comme ça a été dit au temps du président Soglo, ce n'est pas pavé que nous allons manger. Alors, des réformes sur le plan infrastructurel sont effectuées, des routes sont construites, quelques-unes, vous pouvez nous en énumérer? D'abord, vous me permettez de revenir un peu sur cette... Sur le sport. Non. Cette manière des Béninois de décourager les gouvernants. Dire que ce n'est pas la route qu'on mange, ce n'est pas les pavés. C'est vrai nous avions, puisque je suis aussi béninois, donc je suis dedans, nous avions dit que ce n'est pas les pavés que nous allions manger. Mais vous vous souvenez que
quelques instants après, les gens ont déchanté. Non, nous sommes naïfs et nous suivons les politiques qui mettent en place tout ce qu'ils peuvent pour détruire l'autre. C'est tout. Et le Béninois, étant analphabète, suit. Sinon, ce n'est pas à moi de faire savoir que la route du développement passe par le développement de la route. C'est pas à moi de... C'est les phrases de l'ancien président Thomas Yahi. Alors là, en termes d'infrastructure, là, je n'ai pas besoin de citer, comme je l'ai fait pour le sport, puisque vous-même, vous voyez, je pense, hein, même si vous ne quittez pas Cotonou, à Cotonou, vous pouvez faire quelques constats. Et hors de Cotonou, il y a des choses terribles. L'autre fois, j'étais allé à Bomé. Bon, là où je devrais y aller, je m'étais perdu. Ça m'a permis de voir des choses terribles. Il y a des voies. Mais moi, je pensais même que c'était fait bien avant. J'ai dit à Abomey. Maintenant, si vous voulez, on peut continuer. On montre une voie dans la Takora, de Natitengu à Bukumbe, et ça continue vers Corontière. Mais il faut aller voir. C'est extraordinaire. Tellement bien construit. Et des voies comme ça, partout. La route Djougou, Peonko, Kero, Panikwara, plus de 200 km. Plus de 200 km. C'est vrai, ça n'a pas encore atteint un niveau avancé, mais vous savez, c'est lancé. La route Ketou, Savait. La traversée de Porto Novo. Ça, les sons qui sont visibles par tout le monde ici. Mais quand on quitte à Promistrete pour aller à Pobé, à Diawere, Ouéhi, vous allez un peu pour voir. Bon. C'est des infrastructures qui rendent fluide la circulation des personnes et des biens. Mais même si je ne veux pas parler de Cotonou, je veux parler au moins de la route des pêches. C'est-à-dire quand vous allez à Fidrosé, il y a quelque part qu'on appelait fin pavé. Quand vous y allez aujourd'hui, c'est vrai que à la fin... C'est la fin des pavés, mais c'est le début du goudron. Bon, et allez voir un peu comment c'est fait. Allez voir. Et on est côtier pratiquement, et puis ça doit continuer jusqu'à Ouida. Avec des bretelles au niveau de Awikoji. Je ne sais pas si vous suivez ces choses. C'est terrible. Il faut que les citoyens béninois aient confiance au gouvernement. Il faut que les citoyens béninois aient confiance au gouvernement. Nous allons évoluer un peu dans cette émission. Alors, nous sommes à la fin du premier quinquennat. Le président Talon, il a promis faire un seul mandat, le mandat unique, parce qu'il était porteur d'une réforme, celle d'instaurer dans la constitution du Bénin le mandat unique, c'est-à-dire un mandat unique pour le président de la République. La réforme a été rejetée par la classe politique. L'ensemble de la classe politique, même certains de ses partisans en 2017 ont rejeté cette réforme. Est-ce que vous pensez qu'il est d'intérêt pour le chef de l'État, pour la nation et pour l'exécution du PAG que le président Patrice Talon rempile pour un second mandat? S'il est d'intérêt. Bon, puisque pour l'exécution du PAG dont vous avez vanté les mérites tout à l'heure, pour le bien-être du peuple béninois et aussi pour la continuité, comme le défendent déjà beaucoup d'autres à travers des mouvements de soutien et d'appel à une candidature. C'est vous-même qui avez dit tout à l'heure que les chiffres avancés par les institutions internationales portent le Bénin, n'est-ce pas, au top niveau. Ça veut dire que quelque chose se fait de différent et de très positif. Mais si quelque chose de bon se fait, il faut continuer. On ne change pas le cheval gagnant. Ça, c'est de façon élémentaire, ça. Donc, nous, dans notre tête, et on n'est pas seul, tout le monde
qui souhaitent que ce qui se fait là, ça continue. Et on ne peut pas relever le défi de développement d'une nation en 5 ans. Même pas en 10 ans. Mais on peut poser les grands jalons. Donc le souhait est que le président continue parce que... Donc qu'il soit candidat en 2021, c'est ça votre souhait? Nécessairement. La question de mandat unique, je m'étonne de constater que les gens reviennent là-dessus. Lorsque le président, pendant qu'il était candidat à la présidentielle, avait annoncé son souhait d'instaurer dans notre pays le système de parti, de mandat unique, eh bien, quand il a pris le pouvoir, il s'est engagé dans ce sens, en proposant une révision de la Constitution. Parce que si on ne met pas ça, si on ne met pas ça comme système, et que lui, Talon, il vient, il fait 1 an, il s'en va, et tous les autres qui passent, font deux mandats, il fait 1 mandat, il s'en va les autres, quel en sera l'impact? Ça n'aura aucun impact. C'est un peu comme un candidat qui fait un mandat qui échoue aux élections. Oh, c'est pas ça. Que ça dure dans le temps et que ça fasse école. C'est ça. Mais le peuple béninois, à travers la minorité de blocage, s'y est opposé. Mais pourquoi vous voulez que le chef de l'État continue encore dans ce sens? Mais vous ne voyez pas qu'on risque de le traiter comme quelqu'un qui ne veut pas respecter la volonté du peuple? Le peuple dit non. Mais pourquoi on veut que lui seul? Mais je ne comprends pas pourquoi les gens continuent. Nous sommes... Donc pour vous, il faut que Patrice Talon se conforme à la Constitution. Mais c'est pas il faut, il le fait. Et c'est justement dans ce sens qu'il dit, bon, puisque les gens ne veulent pas, classons ce dossier et avançons. Donc le mandat unique est fini. La preuve, ce n'est pas seulement le mandat unique qui était mis dans le projet de révision. Il y a beaucoup de choses qui ont été rejetées. Et comme il veut rester conforme à la volonté du peuple, la révision qu'il y a eu la fois dernière, aucun de ces dossiers n'était évoqué. Aucun. Par exemple, selon lui, le Conseil économique et social, il faut revoir la haute cour, il faut même la cour constitutionnelle. La composition de la HAC. Mais les gens ont refusé. Vous avez constaté que la révision qui est intervenue récemment, là, aucun de ces sujets n'a été évoqué. C'est parce que le président est soucieux. Il écoute le peuple. Pourquoi on n'évoque pas ces autres sujets et on attaque seulement mandat unique parce que les gens ont peur? Non. Mettons de côté la peur. Regardons la réalité en face. Ce dossier est classé. C'est fini. Maintenant, c'est au président Talon de choisir d'être candidat ou non. Et là, il en a la liberté totale. S'il dit, je veux, mais plus rien ne peut l'arrêter puisque la Constitution de lui... Mais vous pensez qu'il est d'une nécessité qu'il soit candidat? Puisqu'il fait bien. Puisqu'il fait bien. Alors, nous allons parler beaucoup plus politique. Vous étiez à Porto-Novo le week-end dernier? Oui, bien sûr. Dans le cadre d'une activité de votre formation politique l'Union progressiste, un atelier préparatoire à l'élaboration du projet de société. Il était question de quoi déjà? Oui, comme vous l'avez dit, vous savez, le parti Union progressiste est un parti très organisé et qui est dans la dynamique des réformes, c'est-à-dire la formation des militants de façon périodique, le respect, la conformité des dispositions statutaires. C'est dans cette dynamique que les responsables du parti ont organisé cet atelier à Porto-Novo le week-end dernier pour jeter les grandes bases de projet de société de notre parti. Quel projet sera porté par notre candidat. Voilà. Notre candidat. Et donc, cet atelier a été organisé autour de quelques grandes thématiques. Voyez-vous, il y avait eu des communications, des ateliers
des réflexions ont été faites. Je peux citer, par exemple, le niveau d'exécution du PAG pour informer les militants sur ce qui est fait afin de voir ce qu'on peut ajouter. Donc, il y avait eu une communication a été donnée par le coordonnateur du BAI, M. Johannes Taillon, qui est le conseiller spécial du chef de l'État. Ensuite, il y avait eu aussi le système de microfinance. Comment ça fonctionne? C'est Madame la ministre Tony Fondé qui était venue entretenir les militants là-dessus. Il y a eu aussi l'installation, la mise en place des structures de base et des organisations de masse du parti. Et après, il y a eu aussi, n'est-ce pas, dans le cadre de la gouvernance locale, il y a eu des thématiques qui ont été développées pour former, pour instruire les militants. Entre autres thématiques, je peux parler de la culture, sport et loisirs. Il y a aussi le développement humain et cadre de vie. Voyez-vous, il y a aussi au niveau, il y a aussi la politique, la gouvernance locale, l'économie, la promotion de l'économie locale. Ce sont autant de thématiques qui ont été développées. Pour qu'on s'en inspire, pour élaborer un projet de société. La suite de cet atelier, puisque je viens de le dire, c'est pour lancer les grandes bases de notre programme. Alors un comité est déjà mis en place et qui se servira de ces idées pour élaborer le programme, le projet de société de notre parti, lequel projet sera porté par notre candidat. Voilà de quoi il a été question. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous n'allons pas occulter de parler d'une actualité qui t'effraie la chronique et qui fait couler beaucoup d'encre de salive. C'est la question du parrainage qui est un facteur déterminant dans la présidentielle 2021, c'est-à-dire que tout candidat désireux, tout citoyen béninois désireux d'être candidat à la présidentielle 2021 ne peut être candidat s'il n'a pas de parrainage. Le parrainage, pour vous, est-il utile? A-t-il un intérêt capital pour une élection présidentielle? Est-ce qu'il n'est pas antinomique aux principes, aux valeurs démocratiques? Et le parrainage, il est dit au niveau de la Sénat, qui sera sous anonymat. Qu'en pensez-vous généralement et globalement? Vous avez demandé si le parrainage n'est pas antinomique aux valeurs démocratiques, puisqu'il a dit qu'il... Antinomique. Quand même, c'est comme si le Bénin est en train d'inventer. Non, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Non. Le parrainage a existé dans beaucoup de pays et sous diverses formes. Il me semble qu'il faut quand même qu'on reprenne un peu la notion de démocratie là. Les gens pensent que bon, la démocratie, il y a une forme éternelle quelque part à laquelle tout le monde se conforme. Non, c'est quoi? On dit que la démocratie c'est la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est ce que le peuple a voulu mettre en place, la manière dont le peuple veut être gouverné. Quand on le fait, c'est pas la démocratie. Mais la grosse crainte aujourd'hui des acteurs politiques, notamment ceux se réclamant de l'opposition constituée au sein d'une association politique baptisée La Résistance, ils estiment que la plupart des élus qui doivent parrainer, maires, députés, sont tous pratiquement acquis à la mouvance. Les FCBE n'ont pas 16... pour ne pas dire le nombre minimal pour parrainer un candidat. Et donc, ils estiment qu'ils sont inquiets pour une candidature émanant de leur rang. Non. Mais dans la foulée, le chef de l'État aussi a effectué une sortie pour rassurer les Béninois que les députés parraineront des candidats de leur choix, lesquels ne relèveront pas tous de la majorité. Mais c'est tout à fait clair, ces choses-là. C'est-à-dire que, voyez-vous, nous aimons créer des problèmes là où il y a déjà des solutions. Et on ne vit que ça, non. Apprenons à avancer dans le pays. Ceux qui sont de l'opposition disent que à l'Assemblée, il n'y a personne. Mais
qui le leur a refusé. Mais il y a eu des réformes qui ont modifié la gouvernance, disons plutôt le système partisan. Mais certains refusent de s'y conformer. Évidemment, ils sont libres de refuser de s'y conformer, mais ils ne peuvent pas éviter de subir les conséquences. Ils pouvaient bien aller aux élections législatives. Vous avez constaté comment, après ça, il y a eu beaucoup de partis créés, oui ou non. Et pourtant, disons, les réformes, les points clés des réformes n'ont pas été modifiés. Ils pouvaient le faire. Et s'ils ne se conforment pas dès maintenant, mais ils continueront toujours à dire non, il vaut mieux qu'ils le fassent pour être présents. Il vaut mieux qu'ils le fassent pour être présents. Alors donc, quand on parle de parrainage, nous, chez nous, on a expliqué, puisque on veut un peu corriger ce qui se passait. C'est ça, n'est-ce pas? Et tout le monde. Pourquoi le parrainage a été institué? C'est pour faire en sorte que celui qui veut diriger le président, qu'il ait un minimum d'assises politiques. Un minimum d'assises politiques. Évidemment. Quel est le problème qui a voulu être résolu quand on a institué le parrainage? Mais le premier problème, il faut que le candidat ait un minimum d'assises politiques. Deuxièmement, il faut qu'il sorte d'un parti politique. Ah oui, des individus sortis du néant, non. Le président lui-même est sorti du néant. Et il trouve que ce n'est pas bon. Il dit ça ne peut pas continuer. Il faut que prochainement, mais la Constitution dit, ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Et vous ne pouvez pas être candidat aux législatives sans passer par un parti politique. Vous ne pouvez pas aller aux élections communales si vous n'êtes pas... Alors, disons, le poste le plus responsable, n'importe qui? Non. Donc, c'est pour mettre un peu d'ordre dans les choses. Alors, le problème qui se pose actuellement, c'est qu'il y a des partis qui n'ont personne, ni à l'Assemblée, ni au niveau des conseils communaux. C'est normal. Mais, comme vous l'apprenez... Le chef d'État l'a dit. Donc, le problème ne se pose pas. Donc, ceux qui veulent être candidats, il leur suffit d'entrer en négociation. Ceux qui veulent être candidats, il leur suffit d'entrer en négociation. Dernière question à votre égard, Joachim Agbessi. Vous regardez... Adjagbessi, excusez-moi pour cette erreur. Quelles sont vos espérances pour la présidentielle 2021? Non, je pense que le Bénin a déjà une tradition des élections. Le Bénin a une tradition depuis 90. L'alternance au pouvoir, et, disons, les élections organisées à bonne date, eh bien, ce n'est pas d'aujourd'hui, sauf les 10 dernières années où, bon, on fixe une date et la veille on reporte. On a connu les communales qui ont connu un retard de 2 ans. Bon, non, sauf ces petits dérapages, non, les élections auront lieu à bonne date, il n'y a pas de problème. Nous y croyons et nous pensons que, eh bien, aucun problème ne se posera. Tous ceux qui voudront être candidats, je dis bien, tous ceux qui voudront être candidats et qui sont sincères, ils iront. Mais il faut qu'ils négocient un peu avec les élus nationaux et locaux pour obtenir ce parrainage. Pour qu'ils puissent participer et le jeu est fait à l'élection. Merci à vous, Joachim Adjagbessi. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité, à l'entame de son intervention, nous a parlé des UPS et a notifié qu'il s'agit de structures mises en place par le président de la République pour l'aider au suivi quotidien des projets inclus dans le programme d'action du gouvernement et autres projets similaires. Il a affirmé que le programme d'action du gouvernement a un taux de plus de 60% d'exécution avec plusieurs projets actifs
à terme, certains presque à terme et d'autres qui sont en train d'être lancés. Depuis 1960, il n'y a pas eu de gouvernement qui soit resté fidèle à son projet de société, a déclaré Joachim Adiagbessi. Il a parlé de projets phares en cours d'exécution qui sont lancés récemment. Il s'agit du contournement est de Cotonou, l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, l'aéroport de Glodigbe. Il a évoqué les volets du projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Il a parlé des bienfaits et de l'intérêt des cantines scolaires qui apportent la joie dans le rang de nos élèves et écoliers. Il a évoqué l'accompagnement du gouvernement dans le cadre des mesures prises pour atténuer les effets socio-économiques engendrés par le nouveau coronavirus Covid-19. Il a précisé qu'il était prévu 300 millions en 2015 pour l'aide de l'État aux fédérations et aux ligues. Cette aide qui est passée à 1 milliard en 2019 avec le concours et l'aide du leadership éclairé du président de la République, le président Patrice Talon. Il a affirmé et il a fait observer que sont en construction 22 stades omnisports qui seront autonomes en énergie et en eau. Ils seront prêts avant la fin du quinquennat du président Patrice Talon. Il a précisé que tout le Bénin est en chantier du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pour le chargé de mission du chef de l'État, il estime qu'il est d'une nécessité pour le président Patrice Talon qu'il soit candidat à la présidentielle de 2021 afin de poursuivre l'œuvre salvatrice entamée. Il doit écouter le peuple et continuer de l'écouter car le peuple a besoin de lui. Parlons de l'atelier préparatoire qui a été animé à Porte-Nouveau le week-end dernier. Il a précisé qu'il s'agit d'un atelier de l'élaboration de projets de société qui sera porté par le candidat du parti politique, ce candidat qui sera présenté à l'élection présidentielle prochaine, et il a présenté en ligne de mire la communication phare qui a été animée par le coordonnateur du bureau d'analyse d'investigation Johannes Dayon, conseiller spécial du président de la République. Notre invité a également précisé que le parrainage existe ailleurs et que le Bénin n'invente rien. Ceux qui veulent être candidats, ils n'ont qu'à commencer les négociations, à lancer notre invité. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du parti politique Union Progressiste, chargé de mission du président de la République dans les unités présidentielles de suivi UPS. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. On se retrouve dimanche prochain avec un autre invité. Portez-vous bien et à demain sur Free Matin.